Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, une nouvelle vidéo, le pressé. J'en fais plus beaucoup en ce moment parce que ben voilà, avec ta Génération Actu, on fait beaucoup de choses et donc du coup, ben voilà, je privilégie ce canal-là. Mais donc voilà, une vidéo, j'ai posté sur Twitter. Est-ce que vous avez des questions sur la draft? Et du coup, je pensais faire comme d'habitude sur le pressé, c'est-à-dire une vidéo entre 8 et 10 minutes. Voilà, je pensais recevoir 4 questions, on aurait un peu discuté. Et en fait, j'ai reçu 16 questions, 16. Donc déjà, merci. Mais du coup, pour dire merci, ben, je vais répondre à toutes, voilà, en donnant mon avis. Voilà, là, c'est pas, hop, j'ai 10 minutes de trajet de bus, je vais écouter. Non, là, ça va être un petit peu plus long, je sais pas combien, mais on va prendre un petit peu le temps. Installez-vous tranquillement, ou alors, ben, vous le regardez en plusieurs fois. Écoutez, on y va, il y a beaucoup de choses à dire, on est tous super excités de toute façon, parce que, ben, on est en plein draft process, voilà, ça y est, là, c'est la semaine du combine. Donc, il y a plein de choses à dire sur la draft, ce sujet qui nous passionne. Allez, on perd plus de temps, on y va, let's go. On commence avec une première question. Alors, cette question, c'est PRT, c'est at Matt Lebron. Donc, Matt qui nous dit si les Cardinals restent en 3 et ont le choix du roi entre Will Anderson Jr. et Jalen Carter, tu privilégies quel prospect? Quel est le meilleur des deux? Celui qui apportera la plus grosse plus-value à cette équipe à court, moyen terme. Entre parenthèses, on sera avec les deux. Voilà, on sera heureux avec les deux, pardon. Je précise que j'ai reçu cette question avant que tous en apprennent que Jalen Carter était impliqué, voilà, dans une histoire de Fast and Furious a priori, donc ça craint un petit peu et du coup ça me permet de regrouper avec une autre question que j'ai reçue de Régis, voilà, Régis San. Des risques que l'extraportif ait une incidence sur la draft de Jalen Carter? Ben oui, sans doute que oui, même c'est sûr que oui. Après, à quel niveau? Ben il faut attendre un petit peu parce que pour l'instant on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, enfin. On a une petite idée déjà, mais est-ce qu'il est vraiment hyper impliqué ou alors juste à peine un peu? On ne sait pas encore, donc il faut attendre quelques jours pour voir si le gars ne sera pas drafté du tout. Il va peut-être même aller en prison, on ne sait pas. Ou alors au contraire, il sera complètement blanchi parce il était loin de cette histoire et en fait son nom est ressorti comme ça. Franchement, pour l'instant, je sais pas, personne ne sait. Il faut attendre quelques jours, voir un petit peu que ça se décante et on en saura plus. Donc je vais revenir à la première question. Si tu as le choix entre Jalen Carter, un Jalen Carter blanchi de toute histoire, hein, le choix entre Jalen Carter et Will Anderson, effectivement c'est le choix du roi. Parce que c'est deux super joueurs, voilà, deux joueurs différents évidemment, mais deux super joueurs. Donc si tu as le choix entre les deux, qu'est-ce que tu fais? Ben moi je pense qu'un général manager, il ira plutôt sur Will Anderson. Pourquoi Will Anderson? En fait, c'est même pas en termes de talent entre les deux, c'est plus par rapport à la position. La position de edge rusher, ça a un impact direct sur le jeu. Voilà, le gars il déborde, il fait un sac, le gars il force un fumble, il va te faire mettons 10 sacs dans la saison, ça a un impact direct. Alors que defensive tackle, on le sait, c'est quand même très ingrat comme position. C'est-à-dire qu'il peut faire beaucoup de boulot sur le premier rideau, mais en même temps, bah, il perturbe tout ce qui se passe, évidemment. Mais le coureur, par exemple, va s'échapper et c'est le linebacker qui fait le plaquage. Donc déjà au niveau statistique, ça reflète pas toujours le travail qui est fait par les defensive tackles, mais malheureusement, on regarde aussi ça. Donc, impact direct ou indirect. Oui, bien sûr, un manager, il n'est pas idiot, on regarde pas juste les stats. Il sait très bien qu'un defensive tackle va t'apporter beaucoup de choses par lui-même et également ça profite aux coéquipiers. Mais en impact direct, quand même, un edge rusher, ça a plus d'impact. Donc, je dirais Will Anderson. J'oublie pas que l'année dernière, ils ont pris Myjai Sanders, que les Cardinals ont aussi pris Cameron Thomas. Mais bon, c'est loin d'être du calibre de Will Anderson. Donc rien que pour ça, je pense que Will Anderson sera privilégié par rapport à Jalen Carter. Autre élément qui, à mon sens, joue à l'avantage de Will Anderson, en fait, c'est la présence sur le terrain. Voilà, un defensive tackle, on l'a vu à Georgia, Jalen Carter il jouait la moitié des snaps défensifs, il y avait une grosse rotation. En NFL, c'est quand même très rare d'avoir des joueurs. Alors oui, Daron Payne a joué plus de 75% des snaps défensifs de Washington, ça peut arriver, mais généralement, même un Quinn Williams, il va jouer 60% des snaps, un petit peu plus, enfin. Donc du coup, quand tu investis un choix du top 3 de la draft, non seulement c'est un investissement important en termes de pic, mais aussi en termes de millions de dollars. Donc du coup, si tu investis autant sur un joueur, ben, tu veux qu'il reste sur le terrain le plus longtemps possible. Et ça, ben, un edge rusher, il reste plus longtemps sur le terrain qu'un defensive tackle. Parce qu'ils sont grands, imposants, qu'ils sont tout le temps dans la lutte, ben, ces gars-là, ils ont besoin de souffler, de sortir, il faut qu'il y ait une rotation absolument. Donc, oui, bien sûr, un tel defensive tackle comme Jalen Carter, ça vaut le coup d'un investissement, d'un choix du top 5.
Mais Will Anderson, a priori, il jouera davantage sur le terrain. Donc ça aussi, ça fait un deuxième élément qui, pour moi, joue en faveur de Will Anderson par rapport à Jalen Carter. Après, Will Anderson, évidemment, on se demande un petit peu son niveau. Voilà, écoutez, j'ai regardé les edge, les defensive ends draftés depuis 2016, voilà, à partir de Joey Bosa, etc. Franchement, tous ceux qui ont été pris dans le top 5, voilà, il y a aussi eu du Clelin Ferrell, voilà, on n'en parlera pas. Il y a eu Myles Garrett, il y a eu Nick Bosa, voilà. Si on leur donne une note et qu'on reste dans le système américain, franchement, ce sont 2 A+, des A+. Voilà, Myles Garrett, Nick Bosa, A+, tu peux pas faire mieux. Où se situe Will Anderson par rapport à eux? Moi, je dirais que Will Anderson oscille entre un A- et un B+. Voilà, c'est un super joueur, mais est-ce qu'il sera vraiment un A+? Ah, faut voir. Lorsque Chase Young a été drafté, il avait ce potentiel-là, de A+. Après, vous connaissez l'histoire, Chase Young, les blessures, etc., il n'a pas pu le montrer. Mais Chase Young, voilà, il avait vraiment ce potentiel A+. Will Anderson, un petit peu des limites physiques, un petit peu des limites aussi en termes de move, de panoplie de move, pas encore assez développé, etc. Pour moi, c'est un super joueur. Mais je le classe quand même en dessous d'un Myles Garrett, d'un Nick Bosa, et donc même d'un Chase Young quand il arrive à la draft. Puisqu'on est toujours sur les Cardinals et ce type-là de joueurs, écoutez, une troisième question, c'est celle de Quentin. Voilà, Quentin Boussari qui nous dit: j'ai lu que mes Cards allaient écouter les offres pour le troisième choix et ça ne me ravit pas. Dans l'hypothèse où Will Anderson Jr. serait encore disponible, donc si les Bears trade down avec une équipe qui veut un quarterback, penses-tu qu'on puisse se permettre de passer sur un tel joueur? Ben moi je dirais non, parce que A-B+, ça reste un super joueur. Donc Will Anderson, si tu peux l'avoir, ben prends-le, passe pas dessus. Et puis cette draft en 2023, elle est quand même très profonde, il y a beaucoup de très bons joueurs. Mais si tu regardes la top qualité, c'est quand même pas la meilleure draft du monde cette année. Voilà, faut se dire les choses. Et franchement, si tu descends plus bas que 5, 6, 7, oui, tu auras un bon joueur, mais qui finalement? Parce que voilà, Jalen Carter, Will Anderson, allez, on va dire Stroud et Bryce Young. Et après, c'est quoi? Après, c'est oui, Tyree Wilson, c'est bien. Oui, tu peux avoir un très bon cornerback. Oui, il y aura des bons joueurs, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il ne faut pas descendre trop bas. Et tant qu'à faire, la qualité par rapport à la quantité, moi franchement, si je suis à 3, sauf si on te fait une offre vraiment, voilà, genre le parrain, l'offre que tu peux pas refuser. Mais sinon, non, tu restes à 3 et tu prends Will Anderson pour les Cardinals. On va passer à une autre question, celle venant d'un supporter des Jets, qui parle pas forcément des Jets d'ailleurs, vous allez voir, mais bien de la draft. Julien Bianchi qui nous dit: perso, j'aimerais bien comprendre un peu plus les écarts de board sur Anthony Richardson, car pour certains c'est limite top 3 et pour d'autres il est au deuxième tour. Alors déjà, première chose que j'ai envie de te dire, Julien, c'est je sais pas où c'est que tu as vu ça, Anthony Richardson deuxième tour. Voilà. Si on parle de niveau intrinsèque, effectivement, Anthony Richardson, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans son jeu, que ce soit la mécanique, notamment le jeu de pied quand il doit lancer, que ce soit la précision, c'est pas ça du tout. Mais franchement, je vais vous parler un petit peu de ses qualités. Moi, je l'ai jamais vu au deuxième tour et de toute façon, je comprendrai pas qu'il soit au deuxième tour. C'est-à-dire que pour moi, Anthony Richardson, la limite des limites, ben, c'est le choix 32, comme on fait les Ravens avec Lamar Jackson, une équipe qui remonte au premier tour et qui le prend. Il peut pas échapper au premier tour, c'est pas possible. Et c'est pas par rapport à moi, à ce que je pense moi, parce que ce que je pense moi, finalement, on s'en fout. Moi, je ferai aucun choix à la draft. Mais par rapport à un général manager, tu peux pas laisser partir Anthony Richardson, le laisser sortir du premier tour, c'est juste pas possible. Le gars, déjà, voilà, il a un bras surpuissant. Alors, j'ai parlé de ses problèmes de précision, c'est clair, il en a. Mais des fois, Anthony Richardson, il te lance une deep, mais elle est incroyable. Et c'est pas juste parce qu'il lance le ballon à 40 yards. Bon, ok, voilà, si tu veux. Non, non, c'est parce qu'il le lance à 40 yards, ça arrive pile poil dans la course du receveur, ça arrive pile poil sur l'épaule extérieure du receveur, hein, parce que l'épaule intérieure, il y a le cornerback qui est là. Non, non, elle est bien placée, épaule extérieure, près du bord du terrain, etc. C'est juste extraordinaire. Et avec une facilité, mais déconcertante. Il fait des choses de fou. Des choses de fou de temps en temps. Il y a beaucoup de travail. En termes de lecture, également beaucoup de travail. Sous la pression, beaucoup de travail. Mais en plus de ce bras surpuissant, en plus de flash, de talent incroyable qu'il montre, ben il a ce gabarit. Le gars, on dirait un outside linebacker. Franchement, on dirait Will Anderson.
Il est très mobile, il sort de la poche, il défonce tout le monde s'il le faut, il peut en éviter, même dans la poche, on a vu des jeux incroyables. Je sais plus contre qui c'était, mais il y a ce jeu, vous pouvez le retrouver, où la pression arrive et puis il fait un spin move pour éviter le défenseur tout en gardant les yeux sur le terrain. Finalement, il trouve son receveur et ça fait touchdown. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment des intangibles incroyables. Et en plus, ben, ce sont des intangibles que tu les as ou tu les as pas. Et lui, il les a. Et quand on regarde ses défauts, ben finalement, on parle de quoi? On parle de mécanique, de technique, de lancer. On parle de quoi? De lecture de défense. En gros, on parle que de défauts que tu peux corriger ou pas. Ça peut devenir un bust, évidemment. Mais a priori, un bon coaching peut se dire, ces défauts-là, je peux le faire travailler et il va progresser. Et surtout qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Anthony Richardson n'a qu'une seule saison comme titulaire. Voilà. En 2021, il y avait 2 quarterbacks à Florida, ils se partageaient un petit peu les répétitions. Mais c'est vraiment qu'en 2022 qu'il a été titulaire et qu'il a joué. Donc du coup, forcément, des défauts de lecture, de précision, ben, pour un gars qui a peu de situations de jeu, c'est pas choquant, c'est même limite normal. Donc voilà, top 3, oui, c'est possible. En tout cas, premier tour, ça c'est obligé. Parce que les qualités qu'il a, ben, elles sont incroyables. Et puis écoutez, je vais paraphraser mon ami Tonio à Javon qui m'a dit, tu sais, cet entraîneur là, un petit entraîneur comme ça, vite fait, Bill Belichick qui s'appelle, voilà, il est pas trop mauvais. Et il a dit, les joueurs, tu travailles avec leurs qualités et tu oublies leurs défauts. Alors je dis pas de les oublier, voilà, en plus un quarterback, Anthony Richardson, il faudra travailler sur ses défauts. Mais quand tu vois les qualités qu'il a, moi je vois pas comment il échappe au premier tour. Julien qui nous pose une deuxième question, toujours en rapport avec un quarterback, il nous dit Young, la taille c'est vraiment rédhibitoire à ton avis? Vu le talent, si le mec faisait 6 pieds 2, eh ben il n'y aurait pas de débat pour lui. Et pour moi non plus. C'est vrai que si Bryce Young était plus grand, plus costaud, vous entendriez parler de quarterback générationnel. Voilà, c'est clair et net. Pour moi, Bryce Young est même meilleur que Trevor Lawrence, en tout cas sur ce qu'il montre. C'est un quarterback, il est juste incroyable, incroyable. Après, s'il était plus grand, plus costaud, peut-être qu'il jouerait pas pareil non plus. Voilà, ça c'est une chose à prendre en compte. Mais moi, je pense que son physique, c'est pas rédhibitoire parce que, oui, il y a quelques années, on entendait dire ah non, mais lui, il est trop petit, donc du coup, avec les linemen offensifs et défensifs devant lui, il va rien voir. Bon, allez, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Les mecs, ils bougent dans la poche, ils se décalent, ils arrivent à voir, il n'y a pas de problème. Après, c'est quoi? C'est son physique de crevette, que s'il se prend des chocs, il va se faire défoncer. Alors oui, bien sûr, c'est possible. Il y a un peu un physique à la Tango Vailoa, évidemment. Donc oui, il y a toujours un risque de blessure, mais il y en a pour tout le monde. Et puis, de toute façon, Bryce Young, c'est vraiment un lanceur depuis la poche. Voilà, il sort pas beaucoup de la poche. Parfois, je vois passer des comparaisons avec Kyler Murray, je comprends pas du tout. Alors, au niveau du gabarit, peut-être, mais c'est pas du tout la même mobilité, le même jeu. Je veux dire, Kyler Murray, il sait lancer de très bonnes balles, mais il court aussi beaucoup, il est très vif, très rapide. Bryce Young, c'est pas ça. Lui, il reste dans la poche. Bryce Young, c'est un quarterback depuis la poche. De temps en temps, si vraiment il n'y a rien, il va sortir pour essayer de gagner une première tentative et il peut la gagner, il est quand même plutôt vif. Mais c'est pas du tout un quarterback mobile, donc du coup ça limite le risque de prendre des chocs. Moi je pense que c'est un tel talent que même avec ce gabarit-là, il n'y a pas de souci. Il vaut largement le choix du premier tour, le premier choix du premier tour, et je pense qu'il sera le numéro un. Et puisqu'on parle de Bryce Young, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ses forces et de ses qualités. Juste, je vous dis, voilà, ce mardi, restez bien connectés sur Touchdown Actu parce que je vais publier justement une vidéo avec ses forces et puis sa petite faiblesse et vous allez voir un petit peu Bryce Young, ce qu'il sait faire. Allez, je vous mets un petit extrait. Là où Bryce Young est vraiment impressionnant, c'est sur sa façon de faire ses lectures. Parce que voilà, c'est ce qu'on demande à un quarterback, être capable de faire plusieurs lectures. Et cet exemple est vraiment très parlant. Regardez, le ballon est engagé. Je regarde ce qui se passe sur ma gauche. Peut-être là, non, trop tard, la pression arrive, je me décale. Qu'est-ce qui se passe à droite? Non, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Je lance. Non, finalement, il est marqué. Je ne lui lance pas à lui. Je gagne un peu de temps. J'avance. Oh, mais que vois-je? Un receveur derrière, au fin de la end zone. Et voilà, boum. Touchdown. Bryce Young est hyper précis. Voilà, Bryce Young, c'est vraiment un super joueur malgré ce gabarit-là. Et puis une dernière chose par rapport au gabarit, c'est-à-dire que Bryce Young, c'est quand même difficile de lui trouver un défaut. Je ne dis pas qu'il est parfait, il ne l'est pas, personne ne l'est. Mais franchement, quand on parle de gabarit,
Vous savez, quand les gens font des scouting reports, ben il faut bien trouver un défaut au gars, parce que sinon ça fait pas sérieux, tu vois. Donc du coup, ben ils disent pas, ben voilà, le gabarit, le gabarit, le gabarit. Ok, d'accord, si tu veux, ouais, ça me paraît un peu léger quand même. C'est pas que je dis que je fais mieux ou quoi que ce soit, mais juste c'est léger, quoi, voilà. C'est vraiment le truc comme ça, évident, tac, on lance ça, le gabarit. C'est un peu la même chose pour Will Anderson, voilà, on va dire, ah, il est un petit peu léger, dans une 43, ça marchera pas. Tu parles, dans une 43, on lui demandera exactement la même chose que dans une 34. Hein, c'est pareil, hein, c'est pareil. On lui demandera d'aller attaquer le quarterback, de mettre la pression, et puis basta. Oui, il y a des différences entre un defensive end 43 et un solid linebacker en 3-4. Oui, que ce soit les trucs en couverture et encore, c'est un peu du flat, du cœur. Enfin, c'est pas. Mais lui, on lui demandera la même chose, notamment pour sa saison rookie. Voilà, on lui prendra pas la tête avec 20 000 trucs, on lui dira va mettre la pression. Donc quand j'entends parler, là aussi en défaut, Will Anderson, ah le gabarit, il manque un peu de gabarit. Ouais, si tu veux, bon, moi c'est pas le défaut que je vois à Will Anderson, je vous en ai parlé. Hein, voilà, se développer un petit peu plus, il a tendance à faire beaucoup de swing move et pas grand chose d'autre. Donc c'est plus ça, le gabarit, que ce soit pour Will Anderson ou pour Bryce Young. Non, moi franchement, je trouve pas que ça soit vraiment un défaut. Puisqu'on parle de quarterback, eh ben, la question suivante, elle nous vient de Wave Papi, Ramirez 64. Il nous dit comment expliques-tu le fait que Dugan, Max Dugan, donc le quarterback de TCU, et Bennett, Stetson Bennett de Georgia, soient projetés si bas. Il dit tour 4. Moi, pour Bennett, je dirais même tour 6. Mais alors qu'ils sortent d'une saison très solide, effectivement, ils ne peuvent pas prétendre à une place de titulaire en NFL. Ben, j'ai envie de te dire non, non. Stetson Bennett, voilà, vous l'avez vu avec Georgia, il est double champion universitaire, c'est pas rien du tout. En plus, Georgia qui recrute tout le temps des 5 étoiles, il y a d'ailleurs des super quarterbacks qui n'ont toujours pas pu jouer parce que Stetson Bennett a pris la place, voilà. Donc c'est vraiment un super joueur. Évidemment, il est fiable, il fait plutôt de bonnes lectures, il est très précis, il est plus athlétique qu'il n'y paraît, il arrive même à sortir de la poche, etc. Donc c'est un très bon joueur. Mais voilà, au début de la saison NFL, déjà il aura 26 ans. Donc en termes de marge de progression, c'est pas ça. Après, en termes de bras, oui, savoir lancer à 40, 50 yards, ça arrive peut-être 2 fois dans le match. C'est pas non plus le pain quotidien d'un quarterback. Pour les zones courtes intermédiaires, il est bon, Bennett. Mais il faut aussi voilà, avoir ce truc en plus. Parce que quand tu choisis un quarterback haut, c'est prendre un gars qui vraiment va te tirer tout le monde vers le haut, va te faire gagner l'équipe. Stetson Bennett, je pense qu'il est capable de ne pas te faire perdre. Est-ce qu'il est capable de te faire gagner? C'est pas certain. Donc ouais, moi je pense pas que Stetson Bennett sera pris très haut. Par contre, il a le profil parfait d'un backup, ça oui, c'est certain. Hein, vous connaissez l'histoire, Georgia, il arrive, il a pas de bourse, etc. Enfin, personne compte sur lui. Et puis au final, il bat tout le monde, y compris les recrues 5 étoiles. Hein, Brock Van Griff, coucou, tu vas bien? Ben, il est toujours sur le banc, ce gars-là. Stetson Bennett, oui, c'est quelqu'un de très fiable et comme un backup, ben voilà, c'est un gars sérieux, un gars travailleur, un gars qui a quand même quelques qualités. S'il doit remplacer ton titulaire 1 ou 2 matchs parce qu'il a une petite blessure, ben oui, ça tombe très bien et donc je pense qu'il sera drafté. Mais haut, ça m'étonnerait. Voilà, entre son profil, son âge, etc., ça m'étonnerait. Max Degan, il a un autre profil, un autre gabarit, il est déjà un petit peu plus costaud, il est très mobile, ça aussi c'est plutôt très intéressant. Lui aussi il a été très en vue avec TCU, mais Max Degan c'est pareil, il n'était pas prévu comme titulaire, finalement il a gagné le poste cette année, il a fait une très très belle saison évidemment, mais dans un système qui lui était plutôt favorable. En termes de précision, il est quand même très irrégulier, je pense qu'il y a beaucoup de travail, je pense que Max Degan dans un premier temps c'est vraiment un backup, voilà. Tu peux pas l'envisager en te disant j'ai besoin d'un quarterback titulaire, je vais prendre Max Degan. Ça me paraît un petit peu trop juste. Après, oui, on sait jamais avec le développement. Par exemple, je pense à une équipe, ce sont les Lions de Détroit. Max Degan, je l'envisage pas du tout comme un successeur à Jared Goff, je pense pas. Mais tu le prends en numéro 2, ils ont pas de numéro 2 et tu le prends en numéro 2 parce que le gars, voilà, il a en plus ce côté un petit peu physique, il plaît, Dan Campbell, etc. Et puis comme backup, eh bien, il peut t'apporter des choses. Et puis après, tu vois s'il se développe bien, moins bien, etc. Sur le long terme, je pense pas non plus que Max Degan sera vraiment un quarterback solide titulaire en NFL. Oui, il pourra jouer, bien sûr qu'il pourra jouer, c'est un bon joueur, mais plus que ça, je pense pas. Donc du coup, quel choix de draft tu investis sur lui? Ben ouais, comme tu nous dis, Ramirez, pour moi, c'est pas avant le 4e tour. Parce qu'il n'a pas un intangible qui fait que, ah ouais, voilà, c'est comme... Allez, si je reviens vite fait sur Anthony Richardson et je compare avec Max Degan, quelque part, Degan, ben, il est plus prêt que Richardson, ça c'est sûr et certain.
Mais en termes de potentiel, en termes de si ça se développe bien, qu'est-ce que ça peut devenir? Ben voilà, vous avez Anthony Richardson qui est ici et Max Degan qui est là. Voilà, vous voyez le truc. Donc c'est pour ça que tu prends forcément en compte le potentiel. Et donc Anthony Richardson, lui, oui, c'est un premier tour, c'est sûr et certain. Max Degan, ben ça sera plus tard. Voilà, c'est ça le truc en fait. Superbe saison de Bennett et de Degan. Mais voilà, la draft, à mon avis, ça sera le samedi. Le samedi de la draft, c'est les tours entre 4 et 7. La question suivante est intéressante, elle parle de la draft sur un terme un petit peu général. Donc c'est Bill Swersky, un fan des Bears, qui nous pose cette question. Tu préfères le schéma NFL actuel ou le schéma NBA avec une draft avant la free agency? Alors c'est vrai que pendant des années j'aurais aimé qu'il y ait ce système-là, voilà, je trouve que c'était mieux, etc. Mais vous voyez, je parle au passé parce que finalement je me demande qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Parce que quand tu draftes, est-ce que vraiment tu draftes par rapport à un besoin? Alors oui, bien sûr, c'est mieux si, surtout au premier tour, au deuxième tour, si en plus le joueur correspond avec un besoin. Mais est-ce que vraiment tu draftes par rapport au besoin? Dans le top 5, dans le top 10 de la draft, évidemment, tu as un super joueur et il peut contribuer d'entrée de jeu généralement, ok. Mais sinon, la plupart du temps, ça reste quand même des rookies, les gars. Donc du coup, c'est très très rare d'avoir le super titulaire. Alors ça arrive, mais généralement, tu te dis pas, je compte sur lui cette année pour combler ce besoin. Il faut toujours un temps de développement. Donc, est-ce que vraiment tu draftes sur les besoins? Oui, c'est sûr, c'est toujours mieux de faire correspondre. Mais franchement, vous savez, il y a 3 critères quand tu draftes. Il y a le besoin de ton équipe, il y a le meilleur joueur disponible à ce moment-là, quand tu draftes, quand tu piques, et il y a la valeur de la position. Et franchement, le meilleur joueur disponible et la valeur de la position, ben, ça prime quand même sur le besoin. Pourquoi? Ben, le meilleur joueur disponible, tant qu'à faire, tu le prends. Même si tu as des joueurs à cette position, de toute façon, tu le sais, dans un an, dans 2 ans, ton titulaire, il sera peut-être parti. Parce que tu n'auras pas les sous pour le prolonger, parce qu'il aura baissé de niveau, etc. Donc, même si tu as, mettons, un super receveur, si pour toi le meilleur disponible, c'est un receveur, ben prends le receveur. Déjà, ça fera pas de mal dans la rotation. Et puis surtout, tu auras potentiellement un remplaçant pour dans un an, pour dans 2 ans. Ça te fera économiser de l'argent. Le gars, il sera sur un contrat rookie. Il sera aussi bon que le gars que tu laisses partir, etc. Donc du coup, le meilleur joueur disponible. La valeur de la position également, c'est-à-dire, bon, les quarterbacks évidemment, mais sinon après, par exemple, offensive tackle, pourquoi ça a une grosse valeur? Parce que autant tu peux trouver un coureur, un linebacker, un safety au tour 5 et le mec ça va être un titulaire, parce qu'il y en a tellement des joueurs comme ça, à ces positions-là, il y en a tellement, tu as le choix, tu peux trouver une pépite comme ça loin. Mais vas-y, va trouver un mec qui fait 2 m 01, 145 kg, qui est mobile. Donc forcément, un offensive tackle, tu le prends avant, tu le prends au premier tour ou au deuxième tour, parce que quand tu vas arriver au 4 ou au 5e, là aussi, il y a des exceptions, évidemment, mais ce sont des exceptions à la règle. Donc du coup, la valeur de la position. Et la valeur de la position, c'est aussi un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Will Anderson et Jalen Carter. Ben, il y a des positions comme ça qui priment. Voilà. Donc du coup, est-ce que vraiment tu drafts par rapport aux besoins? Bah, moi je dirais moyennement. C'est bien quand ça correspond aussi, mais sinon c'est pas vraiment le premier truc. Donc du coup, que la free agency soit avant la draft ou si c'était vice versa, je suis pas certain que ça change beaucoup de choses. Le sujet suivant, voilà, je vais coupler 2 questions. Ça parle des receveurs, on y va. Première question, c'est Guy Boss qui nous la propose. Quel est pour toi le meilleur receveur de cette draft sur le long terme? Il n'y a, je crois pas, de numéro 1 indiscutable qui se dégage. Je vais coupler cette question avec Vincent Chabaloutre. Question pour les Chargers qui pour moi prennent une cible au premier tour. J'aurais voulu connaître ton avis sur les profils qui fit en fonction de la présence de Keenan Allen ou non, avec ou sans lui qui on pique. Franchement, la QV de receveurs cette année, c'est pas tout à fait ça. Faut dire qu'on a été gâté les dernières années. À chaque fois, on avait des super receveurs. Et là, cette année, ouais, il n'y a pas de Chris Olave, il n'y a pas de gars comme ça. C'est vraiment un peu plus faible. Donc, du coup, au niveau des receveurs, non, déjà, Guy Boss, il n'y a pas une hiérarchie vraiment établie. Le combine va sans doute aider un petit peu parce que ben, les entretiens, parce que la vitesse, parce que les ateliers d'agilité, etc., ça peut aider un peu. Moi, je dirais que pour les Chargers, mais en général, je vois surtout 2 receveurs, c'est Jordan Addison de USC et c'est Zay Flowers de Boston College. Parce que ce sont 2 receveurs qui sont explosifs sur leurs appuis, 2 receveurs qui peuvent jouer de partout, à l'extérieur comme dans le slot, 2 receveurs qui font de très bons tracés,
Et ça, c'est très très bien. Si tu as un rookie qui court bien ses tracés, il va faire de la séparation. Dès sa saison rookie, il va apporter quelque chose à ton équipe. Ils ont des bonnes mains, ils ont eu de la production à l'université, ils cochent vraiment beaucoup de cases. Alors ce ne sont pas les plus grands, mais bon, je pense qu'il faut arrêter avec ce prototype du receveur, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit costaud. Je veux dire, regardez la saison qu'a fait Amon-Ra St. Brown avec les Lions. Bon, ben voilà, c'est quel type de gabarit Amon-Ra St. Brown? Généralement, c'est pas le type de gabarit où on se dit, ah ben voilà, ça c'est un receveur numéro un. Et pourtant, c'est un receveur numéro un. Voilà, il a fait plus de 100 réceptions cette année, etc. Alors, il a fait que 6 touchdowns, le gars, il faut qu'il progresse encore. Mais c'est un super receveur. Et donc, ce type de gabarit à la Addison, à la Flowers, oui, ça peut tout à fait être un receveur numéro un. Et donc pour les Chargers, qui est Keenan Allen ou pas, ça serait bien parce qu'en plus il manque un petit peu de vitesse au niveau du poste de receveur. Donc du coup ça serait très bien d'ajouter un gars comme ça. Il y a Mike Williams qui est costaud, Jordan Palmer, etc. Mais il faut quelqu'un qui soit un petit peu plus rapide. Et Flowers et Addison ont de la vitesse. Ce sont pas des bombes, c'est pas Tyler Scott de Cincinnati, c'est pas Josh Downs de UNC, non d'accord. Mais ils ont de la vitesse et puis voilà, comme je l'ai dit, la capacité à courir, les bons tracés, la fiabilité, les bonnes mains, ils peuvent jouer de partout. Donc voilà. Pour moi, le receveur numéro 1 de cette QV, c'est Jordan Addison. Et puis pour les Chargers, ben, je pense que Addison ou Flowers, si on parle du premier tour, évidemment, ben voilà, je pense que ce sont deux candidats très très solides. On va prendre maintenant la question de Guillaume. Guillaume qui est fan des Cowboys de Dallas. C'est super. Alors, ma question, Dallas, quid de Elliott? À trader qui pour la draft? Un safety? Quelle direction prendre pour la prochaine draft? Bon, alors déjà, Elliott, Ezekiel Elliott, franchement, voilà, il a encore pas mal, mais il est clairement en fin de carrière, et donc l'échanger, mais l'échanger à qui? Contre quoi? Franchement, qui est-ce qui va donner quelque chose, ne serait-ce qu'un septième tour pour Ezekiel Elliott? Je pense personne. Donc du coup, autant le garder, il fera quand même son lot de portée, il apportera quand même quelque chose. Et puis je imagine que dans le vestiaire, il est quand même plutôt important. Autant le garder, puisque de toute façon, tu n'auras rien, quoi. Tu n'auras rien, il n'y a personne qui va te donner un troisième tour ou un quatrième tour pour Ezekiel Elliott. Non, c'est pas possible, surtout à cette position de coureur, où chaque année, il y a 3 milliards de super bons running backs. Tu vas pas prendre Ezekiel Elliott qui est en fin de carrière, c'est pas possible. Donc, tu pourras pas les changer. Après, pour la draft, un safety, moi je pense pas. Darren Bland peut jouer à l'extérieur, mais il peut jouer également à l'intérieur, que ce soit nickel cornerback ou safety. Parfois, c'est un petit peu proche, de toute façon, ces deux positions. Il y a Kersey qui est plutôt bon. Ils vont sans doute re-signer Donovan Wilson, je pense. Israël Mukuamo est également dans cette zone-là. Vous avez également Malik Hooker. Je pense qu'en termes de safety, déjà au premier tour, franchement, un safety au premier tour, moi j'en vois pas. J'en vois pas. Je parle d'un pur safety. Tout à l'heure, on va revenir d'ailleurs sur quelqu'un, mais en pur safety, j'en vois aucun qui vaut le premier tour. Et je pense pas que ce soit vraiment une position à grand besoin pour Dallas, même si, écoute, c'est ton équipe, Guillaume, tu la connais sans doute mieux que moi, mais je vois pas trop le besoin. Si on parle secondary, je verrais plutôt un cornerback. Voilà, parce qu'on a vu quand Tony Brown était blessé, ben, qu'il y avait vraiment un manque, un cornerback extérieur. Hein. À l'intérieur, comme je l'ai dit, Darren Bland, c'est une vraie sensation ce rookie, c'est génial, mais il faut un autre cornerback à l'extérieur. Donc je pense que ça serait plus une option au premier tour de prendre un cornerback, surtout que la QV, elle est extraordinaire. Donc du coup, il y aura vraiment du très très bon profil. Je verrais plus un cornerback. Après, autre choix un peu fou, pourquoi pas Bijan Robinson s'il est toujours disponible? Parce que justement, Ezekiel Elliott est en fin de carrière, Tony Pollard s'est blessé, est-ce qu'ils vont le retenir via le tag ou au nouveau contrat? C'est même pas sûr. Si tu prends Bijan Robinson, qui est déjà une star de l'État du Texas, et ça peut faire quelque chose. Et puis imagine, voilà, tu construis pour les 5 prochaines années avec Prescott, CeeDee Lamb et Bijan Robinson. Ah, ça peut te faire un sacré trio, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis pas, bien sûr, un running back au premier tour, oh là là, il y en a qui s'affolent, oui. Mais bon, là, on parle pas d'un running back. Vous avez vu une vidéo sur Bryce Young tout à l'heure, enfin un extrait. Vous aurez également une vidéo sur Touchdown Actu sur Bijan Robinson. Il est exceptionnel. Cherchez pas, il est exceptionnel. Autre possibilité, comme ça, parce qu'on réfléchit ensemble. Jerry Jones, il vient de l'université d'Arkansas. Vous connaissez les Américains avec leur alma mater, etc. Ben écoutez, il y a un poste peut-être à besoin, ça va dépendre de la free agency, mais peut-être à besoin, le poste de linebacker, s'il prolonge Van Der Esch ou pas, etc. Et il y a un linebacker à Arkansas qui est extraordinaire. Lui aussi, vous aurez une petite vidéo, il faut pas le dire, une petite vidéo sur lui sur Touchdown Actu. Il s'appelle Drew Sanders. Voilà.
Et on parlait tout à l'heure de couverture, d'intelligence de jeu. Regardez ce jeu. Le ballon est engagé. Drew Sanders est toujours dans l'observation de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que ce receveur fait un 3C croisé. Ce joueur pourrait le défendre, mais ne va même pas le voir. Drew Sanders, lui, l'a bien vu. Et même s'il n'intercepte pas le ballon, son jeu ici est décisif et il empêche la réception. Drew Sanders, franchement, il est extraordinaire. Alors pourquoi pas Jerry Jones qui craque son slip sur un joueur de son Arkansas et qui dit voilà, Drew Sanders, on le prend, ça va être notre premier tour. Écoutez, c'est possible. Après, la ligne offensive, il faut voir. Tyler Smith, il a été drafté pour jouer guard, même s'il jouait tackle à Tulsa, mais on se disait ça va être un super guard. Et puis finalement, par la force des choses, il a dû jouer tackle gauche et il a bien joué. On sait que Terrence Steele va revenir de blessure, le tackle droit, et il est très bon. Tyron Smith est un peu en fin de carrière, donc à voir quand même si tu prends pas aussi un tackle offensif, ou peut-être un guard, ou peut-être même, je sais pas, un centre. Biadiach est plutôt bon, mais si tu ajoutes un John Michael Smith dans cette ligne, ça peut tout solidifier. Voilà, John Michael Smith de Minnesota, c'est un joueur extraordinaire. Extraordinaire. Il est très très fort pour le run block, il est bon en protection, il a du gabarit, il a de l'intelligence de jeu, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi pas aussi. Donc voilà, moi safety, je ne les vois pas aller sur un safety, mais écoutez, voilà, corner, ligne offensive, ou alors, ben voilà, Bijan Robinson, Drew Sanders, il y a beaucoup d'options pour les Cowboys. Des Cowboys, on passe aux Packers avec la question de Pierre. Donc Pierre qui nous dit pas mal de mocks nous donne Meyer, donc Michael Meyer, le Titan de Notre-Dame. Pour le first pick de mes Packers, c'est effectivement un need, mais ça fait pas un peu haut pour un Titan. Enfin, visiblement, ça fait pas consensus dans notre modeste communauté. Déjà, vous avez une communauté qui est jamais contente. Là, ça va, je chambre gentiment, il n'y a pas de problème. Mais oui, ça fait sens, franchement, ça fait sens, parce que l'an dernier, vous avez drafté 2 receveurs, ils sont jeunes, ils sont talentueux, c'est Christian Watson, mon chouchou, j'adore, et puis Romeo Dobbs, qui est très bon aussi. Pourquoi pas un Titan? Après, ça dépend aussi voilà, de la free agency, si vous prenez Tonian. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu draftes pas forcément sur un besoin, tu draftes sur le joueur dont tu as besoin. Parce que même si tu as Tonian, tu peux faire un tout Titan set, et puis voilà, ça peut servir. Michael Mayer, c'est un joueur qui est très complet. Alors oui, ça fait peut-être un petit peu haut, parce que, comment dire, pour aller vraiment haut, un Titan, il faut qu'il ait une qualité exceptionnelle. C'est un peu comme Kyle Pitts, voilà, qui était hyper rapide, hyper voilà, athlétique. Ok, mais si tu es un joueur juste bien complet, ça vaut pas forcément le coup. On n'a qu'à voir TJ Hawkinson, c'est un très bon joueur, un Titan très complet, qui apporte en bloc, qui apporte en réception, mais il n'a pas non plus une qualité... voilà. Donc c'est un petit peu la même problématique pour Michael Mayer. Donc oui, ça ferait un petit peu haut. Il y aura, dans le sens où il y aura d'autres joueurs qui peuvent servir plutôt qu'un Titan. Oui, c'est certain. Par exemple, un Titan comme Dalton Kincaid, il est beaucoup moins complet que Michael Mayer, mais il a une qualité, celle de le tracé des vitesses, les bonnes mains. Enfin, c'est vraiment le pass catching Titan, voilà, un peu à la Mike Gesicki, etc. Et il sera peut-être pris avant Michael Mayer. Alors que dans l'ensemble, il est moins bon que Mayer, mais il a une qualité supérieure comme ça qui fait que il partira peut-être avant. Dalton Kincaid à Green Bay, ça pourrait être pas mal. Hein. Tu l'ajoutes au receveur Watson et Dobbs et tu peux avoir quelque chose. Mais bon, moi je pense que aussi ça ferait peut-être un poil trop haut. On parlait tout à l'heure de valeur de la position. Quelque part, si tu veux quelqu'un pour attraper les ballons, alors prends un receveur. Et justement, donc ils ont ajouté 2 jeunes receveurs. Pourquoi pas un troisième, dans le sens où Randall Cobb dans le slot, il est en fin de contrat, Allen Lazare, il est aussi en fin de contrat, alors pourquoi pas ajouter un receveur dans le slot? On parlait tout à l'heure de Jordan Addison, de Zay Flowers, pourquoi pas un Jackson Smith Njigba, s'il est bien revenu en bonne santé, écoutez, ça pourrait le faire aussi. Et sinon, donc voilà, comme je parlais tout à l'heure des safety de Dallas, où je pense pas, il y a un joueur voilà, qui mérite le premier tour. Pour moi, c'est davantage un nickelback qu'un safety, mais bon, la frontière est fine entre les deux, voilà. Il s'appelle Brian Branch, il vient d'Alabama. Brian Branch, il est hyper intéressant parce qu'il peut apporter de la couverture plutôt à l'intérieur du terrain, c'est pas un cornerback extérieur, mais il couvre très bien. Il peut apporter du blitz aussi, il a une grande intelligence de jeu. Il peut apporter du run support également. Et quand tu vois les safety des Packers, franchement, c'est quand même assez moyen. Et donc du coup, un Brian Branch, il aurait tout à fait sa place dans cette équipe-là.
Après, il faut voir aussi le poste de tackle offensif. Voilà, Bakhtiari va revenir, mais pour combien de temps finalement? Donc tu pourrais préparer quelqu'un, surtout qu'à droite, ben oui, Zach Tom, moi j'aimais bien Zach Tom, mais voilà, c'est un jeune, il est pas mauvais, mais pourquoi pas? Rashid Walker, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui finalement fait pas grand-chose. Pourquoi pas un tackle droit? Voilà, à 14, la valeur de la position, elle va plus sur un tackle offensif que sur un tight end. Mettons que tu chopes un Broderick Jones de Georgia, ben ça peut être génial. Ben ça peut être génial parce que voilà, t'as pas forcément un besoin en guard, tu as déjà tes titulaires, mais bon, Broderick Jones il peut aussi jouer guard et puis qui sait au camp il peut t'apporter quelque chose de plus et puis ben voilà en même temps tu peux le mettre aussi tackle droit ou tu peux le mettre en couveuse et puis il prendra le relais de Bakhtiari ensuite. C'est aussi ça la draft. La draft évidemment surtout au premier tour tu penses à renforcer ton équipe pour la saison qui arrive, bien sûr, mais tu penses aussi à l'avenir. Et donc, ben, un tackle offensif, pour moi, c'est une option pour les Packers. Je les vois bien aller sur un tackle offensif. Je dis pas que ça sera le choix, mais c'est une des options qui, pour moi, me paraît solide. Voilà. Un Brian Branch, un tackle offensif, un receveur dans le slot. Il y a beaucoup de possibilités pour les Packers. Et un tight end, donc pourquoi pas aussi un tight end? Pourquoi pas? Allez, on va prendre maintenant la question d'un supporter des Dolphins et il nous parle cornerback. Ben oui, Byron Jones vient d'annoncer sa retraite, donc du coup, il faudra sans doute un cornerback. Il nous dit que penses-tu d'Emmanuel Forbes et où le classes-tu dans cette draft bonne en cornerback? Ben justement, dans ta question, il y a déjà une partie de la réponse. C'est que la QV, elle est super bonne. Emmanuel Forbes, c'est un très bon cornerback, mais dans cette QV-là, ben forcément, il va glisser. Forcément, il va glisser. Je pense que même il va glisser au second tour parce qu'il y a tellement de cornerbacks talentueux, c'est incroyable. Les Christian Gonzalez, les Joey Porter, les Devon Witherspoon, il y a du monde mais de partout, c'est fou, c'est vraiment une classe mais magnifique. Donc du coup, je pense que Forbes risque de glisser un petit peu rien que par rapport à ça. Après, c'est un joueur qui a de super instincts, c'est pas pour rien qu'il a fait autant d'interceptions. C'est pas pour rien. Voilà, il lit très bien les lignes de passe. Il arrive à suivre son receveur. Après, à suivre son receveur, oui, il joue en conférence SEC, donc face à de très bons adversaires. Mais en NFL, ça sera encore le niveau dessus, la crème de la crème. Et Emmanuel Forbes, il n'a pas le gabarit le plus imposant. Il va falloir d'ailleurs qu'il muscle un peu son jeu, comme disait Aimé Jacquet, parce qu'il y a certains receveurs qui vont juste le défoncer. Il ne me paraît pas être non plus le plus rapide. On va voir le combine, ce que ça peut donner, mais il ne me paraît pas être non plus le plus rapide. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est un gars bidon, non, non, il est très bon Emmanuel Forbes, mais par rapport à d'autres dans cette QV, à mon avis, voilà, il va descendre un petit peu Emmanuel Forbes. Si tu le prends en milieu de deuxième tour, bah, ça tombe bien hein, pour les Dolphins. Ben, à mon avis, voilà, là tu as une très bonne valeur pour prendre ce joueur parce que c'est un très bon joueur et il y aura encore un peu des choses à travailler évidemment. Il va devoir aussi discipliner un petit peu son jeu. Il provoque un petit peu trop de pénalités et ça en NFL, vous le savez, les jetés de mouchoirs, les arbitres, ils n'arrêtent pas donc. Là aussi, il va falloir qu'il apprenne à ne pas laisser traîner ses mains. On prend maintenant la question d'un fan des Chiefs. Des Chiefs. On prend maintenant la question d'un fan des Chiefs. C'est Johan qui nous dit: pour les Chiefs, tu draftes quelle position au premier tour? OT ou Edge? Donc offensive tackle, ben là de toute façon il va falloir attendre la free agency, voir ce qui se passe avec Orlando Brown. Voilà, déjà. On revient un petit peu à ce que nous disait Bill tout à l'heure, la free agency avant la draft ou la draft avant la free agency, etc. Là, on parle quand même d'une position tellement importante que forcément le besoin y rentre en compte. Et là, c'est tackle offensif. Donc, il faut voir ce qui se passe avec Orlando Brown. Tu vas me dire, peut-être, Johan, ben à droite aussi, il y a peut-être un besoin parce que Wiley, c'est pas non plus un monstre, Lucas Nyang non plus. À voir si Darian Kinnard, drafté l'année dernière, va se développer pour obtenir le poste. Ils le savent beaucoup mieux que moi. Faut voir, c'est une option offensive tackle, mais franchement là, il faut vraiment attendre la free agency, voir ce qui se passe avec Orlando Brown. Edge, c'est vraiment une solution. Edge, oui, c'est une option très solide parce que oui, ils ont pris Karlaftis l'année dernière, qui joue d'ailleurs très bien. Mais Frank Clark, qui va durer combien de temps? On ne sait pas, peut-être encore un an, peut-être encore deux. Et puis de toute façon, il y a beaucoup d'équipes qui nous montrent qu'avoir une rotation de pass rushers, c'est très important. Les 49ers, les Eagles, les Cowboys, etc. Voilà. Ils font une rotation comme ça. Il y a toujours des joueurs qui sont frais, qui attaquent, qui agressent tout le temps sur chaque jeu, chaque snap.
Même si tes deux titulaires sont sur le banc, ben voilà, ça continue à bien jouer, à bien apporter en pression. Donc c'est important. Donc pourquoi pas, en fin de premier tour, prendre un edge rusher. Surtout que c'est une très très belle cuvée. Une très très belle cuvée. Voilà, edge rusher et cornerback, ce sont les deux cuvées les plus belles de cette draft. Donc du coup, oui, pourquoi pas prendre un edge, pourquoi pas. Après, c'est les Chiefs, on les connaît, hein. C'est-à-dire que ben, ils ont un Mahomes, c'est un quarterback, donc du coup, ils ajoutent tout le temps des armes. Voilà. Mais Colin Marne est en fin de contrat, il a vraiment des soucis de blessure. Alors même s'il y a Sky Moore, même s'ils ont fait venir Kadarius Toney, pourquoi pas ajouter encore un receveur vif rapide, etc. Pourquoi pas, c'est également une option, je pense. Après, un autre des besoins, c'est quand même le poste de defensive tackle. Et là aussi, pour être amélioré, mais c'est vrai que là, par contre, cette QV est plutôt faible. Donc même en fin de premier tour, oui, tu peux prendre un joueur, mais ça serait quand même un reach par rapport à d'autres joueurs, à d'autres positions. Donc oui, offensive tackle, on va attendre de voir ce qui se passe avec Orlando Brown. Sinon, edge rusher, ce serait une bonne option pour les Chiefs. D'un fan des Chiefs, on passe à un fan des Raiders. C'est Nicholson qui nous dit: avec le 7 et notre besoin de QB, perso, je vois que Stroud qui vaut le coup. Il sera très certainement plus là en 7. Ouais, effectivement. Penses-tu que notre quarterback justifierait un pick 7? En ce moment, si Stroud plus dispo, j'aimerais soit Tyree Wilson, soit Skoronski ou Christian Gonzalez. Alors, CJ Stroud, ouais, c'est pas sûr qu'il soit encore là à 7, mais bon, après, sait-on jamais, on en a vu des surprises. Franchement, je pensais pas que Justin Field glisserait autant à la draft, hein. Pour moi, voilà, il partait franchement dans le top 5, et puis finalement, il a glissé, donc c'est toujours possible, sait-on jamais. Faisons une prière, ça serait bien quand même, CJ Stroud, voilà. Moi, j'aime bien ce quarterback, je préfère largement Bryce Young, mais CJ Stroud, si on peut l'avoir à 7, aux Raiders, ah oui, je signe de suite, et dès demain, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas là, un troisième, ben on a parlé tout à l'heure d'Anthony Richardson. Franchement, il n'est pas prêt, mais il t'offre un potentiel, le ciel est sa limite. Donc, alors ça peut être boomer bust. Et c'est vrai qu'aux Raiders, ben, on a déjà donné avec Jamarcus Russell, qui était pareil, un quarterback grand, costaud, un putain de bras de fou, voilà. Alors c'était pas tout à fait le même profil, hein. Russell, c'était un champion universitaire avec LSU, etc. C'est pas le cas de Richardson, mais allez, on va dire c'est un petit peu dans le même moule, donc pourquoi pas Richardson aussi. Sinon, par rapport aux trois joueurs que tu proposes, oui, bien sûr, pourquoi pas prendre Wilson. C'est un defensive end qui serait très complémentaire de Max Crosby parce que il est très grand, des longs bras, il est très costaud, il est très bon en run support et donc ça serait complémentaire de Max Crosby qui est tout le temps dans l'agression. On voit que Chandler Jones, voilà, il est quand même en fin de carrière, on pensait qu'il apporterait plus, il apporte quand même pas énormément, mais tu gardes Chandler Jones, tu mets Tyree Wilson derrière, il va forcément apprendre deux trois trucs de Chandler Jones, et puis tu as Crosby de l'autre côté, donc ça ferait un bon choix aussi. Christian Gonzalez, évidemment, on a besoin d'un cornerback au Raiders, ça c'est sûr et certain. Donc pourquoi pas Christian Gonzalez, il est grand, il est costaud, il a su relever le challenge, de changer d'université, d'aller dans un programme un peu plus huppé, de Colorado sans manquer de respect à Oregon, et il a été performant. Donc pourquoi pas Christian Gonzalez, c'est pas mon cornerback préféré, mais bon, comme je l'ai dit, ma préférence à moi, on s'en fout, c'est eux qui vont choisir. Gonzalez, ça serait un bon choix, pourquoi pas. Sinon, le troisième joueur que tu proposes, c'est Peter Skoronski. Ah, moi je vote pour lui. Voilà, si on a le choix entre ces trois gars, ben je prends Skoronski. Oui, Skoronski, il a pas des bras, c'est long, etc. Et oui, quand même, c'est important la position de tackle, la longe. Voilà, un peu comme le boxeur ou le judoka, déjà, ça compte pour la longe, etc. Mais il a tellement de technique. Il a tellement de technique, le gars, voilà. Intelligence de jeu, joue bas sur ses appuis. Les jeux de main, il sait s'en sortir. Il sait tout faire, que ce soit pour la course, que ce soit en protection, il sait tout faire. Donc. Si tu le prends, il peut jouer tackle droit ou alors il peut même jouer en guard. Vous savez, des fois on dit si le gars il est pas assez bon, tu le mets en guard. Mais c'est pas pareil. Il faut quand même que le gars il soit vif et fluide de mouvement parce que vous avez vu comment c'est aligné une ligne offensive et une ligne défensive en face. Ben, l'edge rusher, il est quand même plus loin de l'offensive tackle que le defensive tackle du guard. Donc du coup, si ton guard il est pas rapide, il est pas fluide, ben, il va se faire défoncer puisque ça arrive plus vite. Mais Skoronski, il n'y a pas de problème. Il est très vif, très rapide. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, il pourrait aussi jouer en guard. Pourquoi pas? Il y a aussi un besoin. Donc l'un dans l'autre, franchement, ouais, Skoronski, moi, ça m'irait bien. Mais bon, écoutez, si on peut avoir CJ Stroud au Raiders, ça serait très bien. Évidemment, ça ne sera pas ça. On va se retrouver avec un Jacoby Brissett et puis Jared Stidham. Et puis voilà. Bon, bref. Allez, il nous reste deux questions. La première de ces deux dernières questions, c'est Bobo Korn OM. Oui, allez l'OM, même si j'ai pas envie de parler de l'OM aujourd'hui, franchement.
Il nous dit, ça donne quoi niveau équipe spéciale sur cette draft? Il y a du punter, du retourneur de kick-off ou de punt qui sort du lot. Alors franchement, pour ce qui est punter, kicker, etc., j'ai pas regardé. L'année dernière, on avait tous Matareza. Bon, après, vous savez ce qui s'est passé, mais sinon, c'était un phénomène, donc on le connaissait. Évidemment qu'il y a des bons kickers. Je pense à celui de Michigan. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est. Ah, non, j'ai oublié son nom. Il y a quand même quelques joueurs, mais voilà, je ne vais pas développer là-dessus. Je vais développer sur les retourneurs, parce que oui, il y a des joueurs quand même très intéressants. Vous avez par exemple le receveur de Kansas State, Malik Knowles. Voilà, il est très intéressant parce qu'en plus, il a quand même de la taille. C'est quelqu'un que tu prends pour retourner tes coups de pied. Voilà, il a fait très très bien avec Kansas State. Mais en plus, tu peux l'intégrer dans une rotation de receveur. Alors, ça sera un receveur numéro 4 par exemple, mais ça sert aussi sur une saison. Tu as besoin aussi d'un receveur numéro 4. Il aura quelques jeux et il est capable de les avoir. Et c'est un très bon retourneur de coups de pied. Malik Knowles, il sera au combine, on va le surveiller. Autre joueur qui sera au combine, c'est le running back Devon Achane de Texas A&M. Voilà, il a énormément de vitesse. C'est un running back très 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 rapide. Donc oui, bien sûr que tu le prends, mettons, pour être ton coureur numéro 2. Si tu as déjà un numéro 1, il va te servir là-dedans. Mais il va te servir aussi pour retourner les coups de pied. Voilà. Avec sa vitesse, il peut t'apporter des choses. Et puis je vais donner deux autres joueurs, ce sont deux receveurs aussi. Vous avez Nico Remigio de Fresno State et puis vous avez Darius Davis de Texas Christian. Voilà, les deux aussi sont très qualifiés pour retourner tout ce qui est coup de pied, que ce soit coup de pied d'engagement ou que ce soit retour de punt. Voilà, Nico Remigio et Darius Davis. Remigio, il ne sera pas au combat, il me semble, il n'est pas invité. Par contre, Darius Davis, il sera. Donc, checker ce joueur, voilà, un petit peu dans les ateliers, un petit peu au niveau du sprint, évidemment, parce que pour retourner les coups de pied, c'est quand même intéressant. Sur le shuttle aussi, les changements de direction latéraux, parce que là aussi, pour retourner les coups de pied, ben, il faut ça également. Donc voilà, Malik Knowles, Devon Achane, Nico Remigio et Darius Davis. Et enfin, la dernière question, on nous vient d'un compte FR. NCA, parce qu'il y en a beaucoup, je les salue, ils font un super boulot, tous ces gars, c'est incroyable, je veux dire, voilà, en saison, tous les samedis, ils sont là, ils font du live tweet, ils vous donnent tout le temps les news, lui il est blessé, lui il est en forme, lui ceci, lui cela, ils font un super boulot, tous ces gars, donc voilà. Et là, il y en a un, il s'occupe de Indiana, les Hoosiers d'Indiana, et il nous pose cette question. Est-ce que tu vois les Colts monter en 1? Alors en réponse, je dirais non, et pas parce qu'il ne pourrait pas monter, parce que oui, bien sûr, on entend dire que Will Levis, le quarterback de Kentucky, parce qu'il est costaud physique, donc du coup forcément il plaît à Chris Ballard. Ouais, ouais, ouais. Moi je pense que si Chris Ballard il peut prendre Bryce Young, il va prendre Bryce Young, hein. Même s'il n'a pas ce profil physique qui a priori plaît à Chris Ballard. En plus, Jim Mersey, le propriétaire, entre deux verres de whisky, il a dit Bryce Young c'est un super joueur, etc. Donc oui, il pourrait monter en 1. Pourquoi je dis non? En fait, c'est parce que je pense que d'autres équipes vont monter pour prendre le 1. Par exemple, les Texans de Houston sont mieux placés. Ils sont mieux placés, ils ont le choix numéro 2. Si vous regardez la charte NFL, voilà, je vous la mets. A priori, si tu donnes ton choix du second tour, ça suffit pour monter de 2 à 1. Mais ça, c'est la charte. Les Bears, ils vont dire on a plusieurs propositions, il faut que tu augmentes un petit peu, hein. Je veux dire, ça suffira pas ton deuxième tour. Et donc du coup, ben, on va peut-être parler de quoi? Ben, d'un premier tour 2024. Sauf que quand tu regardes Texans et Colts, tu te dis, bon, deux équipes pourries, puisque une draft en 2, l'autre en 4. Mais quand tu auras de l'effectif, franchement, il y a énormément plus de trous chez les Texans que chez les Colts. Donc du coup, si tu es le manager des Bears et que tu dis, je vais faire affaire pour récupérer un premier tour 2024, tu prends lequel? Celui-là des Texans ou celui-là des Colts? Tu te dis a priori, on sait jamais, mais a priori, les Colts devraient faire une meilleure saison que les Texans l'an prochain. Donc du coup, ben, tu as plutôt tendance à prendre le premier tour des Texans. Tu vas te dire, il va être plus haut. Donc c'est pour ça que je ne vois pas les Colts monter en 1, parce que je pense que d'autres équipes sont mieux armées pour monter et récupérer ce premier choix. Après, tout est possible, évidemment, tout est possible. Donc voilà, merci à tous pour vos questions. Écoutez, peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être qu'on va essayer de faire ça tous les 15 jours, puisqu'on est tous voilà, hyper passionnés, on est en plein draft process, c'est génial. Donc pourquoi pas faire ce question-réponse tous les 15 jours? Alors je sais, un live, ça peut être très sympa de faire les choses en live, parce que du coup les gens peuvent commenter, on peut répondre en direct, il y a une meilleure interaction, alors que là c'est quelque chose de décalé, vous posez des questions, puis je réponds dans une vidéo, je comprends. Après, bon, voilà, moi j'ai une problématique, c'est que je travaille de nuit, je suis infirmier dans un hôpital, et donc faire un live à 20h, c'est pas possible. À 20h, moi je pars au boulot, donc
Donc voilà, c'est pour ça que je le fais de façon décalée. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que voilà, sur Touchdown Actu, il y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment des vidéos. Et donc, de toute façon, on reste en contact, que ce soit sur Twitter, ça me fait toujours plaisir de discuter de football. Et puis, de temps en temps, je ferai également des petites choses comme ça sur le pressé, notamment une nouvelle session de questions-réponses, parce que pour moi, c'est intéressant. Hein, j'adore parler de toute façon de football américain. Donc, j'espère que pour vous, c'était intéressant. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. C'est un week-end du Combine en plus. Il y a plein de choses à voir, à revoir, à analyser, à discuter. Donc c'est génial. Oui, le football, la saison est terminée. Et pourtant, c'est pas encore terminé. On est en plein dedans. Donc écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Allez, ciao.